Si tu me disais va te faire foutre, j'aurais plus de respect pour toi. Très bien, alors va te faire foutre. Bonjour à tous et bienvenue dans Retour à l'écran Formule Express. Moi c'est Adrien et aujourd'hui on revient sur un film qui a fait trembler des millions de spectateurs et un paquet d'hommes infidèles, Fatal Attraction ou Liaison fatale en version française. L'histoire du film est celle de Dan Gallagher, un homme qui a tout, une carrière en or, une femme brillante et une petite fille adorable. Mais un week-end d'infidélité va tout faire basculer. Ce qui ne devait être qu'une aventure sans lendemain devient un cauchemar à ciel ouvert, quand Alex Forrest refuse d'être oublié. Attirance, obsession, harcèlement, puis vengeance. Très vite, Dan n'a plus le contrôle, et le prix à payer pourrait être sa famille, voire même sa vie. Tu fais dans ta culotte, rien qu'en pensant à moi, tu trembles, t'as la frousse, pauvre minable. Tu n'as pas de couilles, pas de cœur, t'as rien, je te hais. L'histoire de la fabrication du film ne date pas d'hier. Nous sommes au tout début des années 80. Un scénariste britannique, James Dearden, encore méconnu à Hollywood, écrit et réalise un court-métrage intitulé Diversion. Il y met en scène un homme marié, pris dans une spirale infernale après une aventure d'un soir avec une femme qui devient obsédée par lui. Le film est tendu, ambigu et profondément ancré dans les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes. Je croyais que nous avions décidé que ce n'était pas une bonne idée. Dearden s'inspire de récits qu'il a entendus dans son entourage et injecte une charge émotionnelle très forte. Il produit son film pour 30 000 livres sterling. Le résultat est un court-métrage troublant, efficace et qui ne va pas passer inaperçu. C'est Stanley Jeff et Cherry Lansing, deux producteurs influents chez Paramount Pictures, qui découvrent le court-métrage. Ils y voient un potentiel énorme, mais pour que le film fonctionne aux États-Unis, il faudrait en faire un thriller dramatique hollywoodien. Ils achètent alors les droits du court, mais pas seulement. Ils rachètent chaque copie du film existante, 60 au total, pour 5000 livres pièce, et les font brûler. Objectif, éviter toute comparaison gênante avec leur remake à venir. Le patron de GTO Film, Lawrence Myers, qui détenait Diversion, dira plus tard « Paramount devait vraiment s'inquiéter que leur film à 14 millions de dollars ne soit pas tellement meilleur que mon petit film à 30 000 livres. » Il te reste encore de l'énergie. Qu'est-ce que tu veux faire? Très tôt, le film est comparé à un autre récit d'obsession, sorti en 1971, Play Misty for Me, réalisé et interprété par Clint Eastwood. Et ce n'est pas anodin. Dans ce film, une groupie harcèle un animateur radio après une aventure sans lendemain. Une scène célèbre fait même référence à Madame Butterfly, tout comme dans Liaison fatale, qui en reprend le motif tragique. M'accorderais-tu une dernière faveur? Laquelle? J'ai pu avoir 2 places pour Madame Butterfly. Mais dans Liaison fatale, cette référence n'est pas un hommage caché. Elle est intégrée dans les dialogues, dans les choix musicaux, dans la symbolique même du personnage d'Alex Forrest. Le film assume cette filiation, tout en la dépassant. Là où Eastwood signe un thriller glacial, Liaison fatale entend frapper fort, viscéralement, sur les dynamiques conjugales modernes. À ce moment-là, le projet est encore fragile. Paramount a du mal à le vendre en interne, à cause de son sujet particulièrement dérangeant. Ils ont besoin d'une tête d'affiche et lancent alors les castings pour le rôle masculin. Le rôle de Dan Gallagher attire des dizaines d'acteurs. Al Pacino, Jack Nicholson, Kevin Costner, Tom Hanks, Bruce Willis, Harrison Ford, Mel Gibson, Robert De Niro, Dennis Quaid, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, John Travolta ou encore Christopher Reeves, qui finit par refuser le rôle. C'est pas possible, c'est plus une famille que j'aurais, c'est l'Arche de Noé. Au final, c'est Michael Douglas qui l'emporte. Mais la concurrence était redoutable. On retrouve même des noms assez inattendus dans la shortlist, comme O.J. Simpson, Chevy Chase ou Nicolas Cage. Mais c'est donc Michael Douglas qui est engagé. À cette époque, Michael Douglas est déjà un nom solide à Hollywood. Il a produit le triomphe qu'est Vol au-dessus d'un nid de coucou au milieu des années 70, puis s'est imposé comme star avec À la poursuite du diamant vert en 1984 et Le diamant du Nil en 1985. J'étais dans un avion avec Stanley Jeff, l'un des producteurs, et on échangeait sur nos projets, sur ce qu'on faisait, sur ce qu'on avait envie de faire. Et moi, en tant qu'acteur, je lui disais que je cherchais vraiment un film qui parle du désir, de l'obsession et de la façon dont le désir peut détruire la vie d'un homme. À ce stade, il cherche des rôles plus adultes, plus ambigus. Le scénario de Liaison fatale l'obsède. Il accepte le rôle de Dan Gallagher et pousse activement pour que le projet voie le jour. Il use de son influence pour faire remplacer James Dearden à la réalisation, qu'il juge trop inexpérimenté, mais insiste pour que celui-ci reste au scénario. Écoute Alex, quelle différence ça peut-il faire que je m'en aille maintenant, que je m'en aille demain, je dois partir, c'est tout. Ainsi, le studio se met en quête d'un metteur en scène. Et plusieurs grands réalisateurs déclinent. John Carpenter est un temps envisagé pour réaliser Liaison fatale. À cette époque, il a déjà enchaîné plusieurs films devenus cultes, de Fog à The Thing, en passant par Starman ou Jack Burton.
Il lit le script et refuse poliment, mais se montre quand même très intéressé. Carpenter ne veut pas faire ce film-là, il le trouve trop proche du film d'Eastwood, mais il aime l'idée d'un thriller intime et sexuel, et demande à rencontrer James Dearden pour réfléchir à un autre projet ensemble. Ce lien ne mènera à rien, mais il montre à quel point Liaison fatale fascine dès ses premières étapes. D'autres réalisateurs sont alors envisagés, dont Brian De Palma, qui accepte dans un premier temps, mais il pose une condition, il veut remplacer Michael Douglas. Il trouve que celui-ci manque de charisme pour interpréter un tel rôle. Stanley Jeff et Thierry Lansing refusent net. Leur fidélité à Douglas prime. Résultat, De Palma quitte le navire et la production est légèrement repoussée. C'est finalement Adrian Lyne qui est choisi. Ancien réalisateur de publicité, il a explosé avec Flashdance en 1983. Il est devenu, en un film, le roi de l'érotisme clippé, des corps en mouvement et des atmosphères moites. Lorsqu'il lit Liaison fatale, il est hésitant, voire mal à l'aise. Il refuse plusieurs fois. Puis, il accepte, à condition de pouvoir garder une tension stylisée, de travailler la lumière, les textures et les silences. Il veut que le film soit sensuel, mais jamais gratuit. Il raconte d'ailleurs son arrivée dans le projet en interview. À ce moment-là, j'étais en France. J'ai une maison là-bas et j'y vais dès que je peux. J'ai reçu le scénario, donc c'était en Provence, dans le sud. Je l'ai reçu par la poste. Je l'ai ouvert et je l'ai lu sans pouvoir le lâcher. Moi, je sortais tout juste de 9 semaines et demie et j'avais pris des coups de tous les côtés à cause du film. Alors la dernière chose dont j'avais envie, c'était de repartir sur un tournage. Mais j'ai senti que celui-là, il avait un vrai potentiel et qu'il pouvait donner lieu à de grandes performances. Et puis je me suis dit que j'avais appris, enfin j'essaye toujours d'apprendre sur chaque tournage, mais je me suis dit que j'avais retenu les erreurs commises sur 9 semaines et demie. Et j'espérais que cette fois, le côté visuel du film servirait les performances, au lieu de les écraser. Avec lui, le projet prend enfin sa forme. Douglas est confirmé, Dearden peaufine son script. Le casting du rôle d'Alex Forrest, c'est une autre histoire. Presque 100 actrices sont envisagées. Glenn Close, à ce moment-là, n'est pas la première sur la liste. Elle en est même loin derrière. En 1986, elle a déjà été nommée 3 fois aux Oscars pour Le Monde selon Garp, Les Copains d'abord et Les Saisons du Cœur. Mais son image est celle d'une femme chaleureuse, maternelle, cérébrale. Rien à voir avec une prédatrice sensuelle et instable. Elle raconte alors en interview comment elle a pu passer les castings de Liaison fatale. J'ai entendu circuler une liste de noms, mais je ne sais pas qui était leur premier choix. En tout cas, je ne crois pas qu'ils avaient trouvé quelqu'un. Ce que je savais en revanche, c'est qu'ils ne m'imaginaient pas du tout dans un rôle comme celui-là. D'autres noms circulent sans pour autant passer de test. Les véritables auditions commencent avec Emma Thompson et Sharon Stone. Cette dernière retrouvera d'ailleurs Michael Douglas 5 ans plus tard dans Basic Instinct. On a même Isabelle Adjani qui décline carrément l'offre. Glenn Close, identifié à des rôles de mère douce ou de femme raisonnable, doit lutter pour convaincre. Quand son agent appelle la production pour exprimer son intérêt, on lui répond « S'il vous plaît, ne la faites même pas venir. Elle est complètement à côté de la plaque pour ce rôle. » Même Adrian Lyne n'y croit pas. Il dit plus tard « C'est la dernière personne au monde que j'aurais imaginé pour Alex. » Mais Glenn Close insiste. Elle sent que le rôle peut être immense. Elle se bat pour une audition, et une fois au casting, elle désarme tout le monde. Elle ne joue pas Alex comme une folle, mais comme une femme blessée, passionnée, dangereusement humaine. Je n'ai jamais pensé à elle comme une méchante. Jamais, vraiment jamais. C'est sans doute le film pour lequel j'ai fait le plus de recherches de toute ma carrière. Je suis allé voir des psychiatres parce que je voulais comprendre. D'abord, est-ce que c'était possible qu'une personne ait ce genre de comportement, surtout l'épisode du lapin? Et si oui, comment on pouvait l'expliquer? Pour le rôle de Bess, la femme trompée, Anne Archer est choisie. C'est son rôle le plus marquant. Elle livre une performance subtile, à la fois digne et émotionnelle. Elle obtiendra d'ailleurs sa seule nomination à l'Oscar pour ce rôle. Mais là aussi, le casting a été long. Bonnie Bedelia, Cynthia Rhodes, Andy McDowell. On veut une femme qui dégage à la fois de la chaleur et une force tranquille. En interview, Anne Archer raconte son expérience du casting pour le rôle d'Hélène. Je savais qu'ils avaient vu tout le monde, à Hollywood comme à New York, et qu'ils avaient eu beaucoup de mal à se décider. Bon, finalement, ça a bien tourné pour moi. C'était clairement quelque chose que je voulais faire, et dont j'avais besoin. Je voulais absolument être dans un très bon film. J'avais beaucoup bataillé, j'avais déjà une longue carrière derrière moi, mais ça avait été difficile. Du côté de la production, le tournage démarre dans la tension. La pression est énorme. Le script a déjà une réputation sulfureuse. Le film est tourné à New York et ses alentours. L'appartement des Gallagher, au début du film, est le même que celui utilisé dans 9 semaines et demie, déjà réalisé par Adrian Lyne.
Rien n'est laissé au hasard. Le tournage commence avec les scènes les plus intimes. Adrian Lyne veut éviter le lit pour la scène de sexe principale. Il explique « Le lit c'est ennuyeux. Je me suis souvenu avoir déjà fait l'amour au-dessus d'un évier avec la vaisselle qui bougeait. Ça me faisait rire, et une scène de sexe doit toujours contenir un peu d'humour. » Puisque nous avons quelques minutes devant nous, racontez-nous donc ce qui est arrivé à votre cou, Bob. On cherche une image réaliste, tactile, avec une certaine moiteur dans les textures, typique du style de Lyne. Il filme la scène caméra à l'épaule, pour garder la chaleur, l'urgence. Il hurle des encouragements aux acteurs pendant qu'ils jouent. S'ils sentent qu'ils t'excitent, ça les motive encore plus, confie-t-il. L'ambiance est tendue, mais professionnelle. Les acteurs sont complètement habités. Même si Glenn Close avoue avoir été terrifiée à l'idée de gérer la coiffure de son personnage. Elle dira en riant « Je ne savais pas quoi faire, queue de cheval, cheveux attachés. J'ai fini par me dire « Allez, lâchons tout, sauvage, et les dieux du jeu étaient avec moi. » Je croyais qu'on passerait la journée ensemble. Non, Alex, non, j'ai un travail fou aujourd'hui. Non, j'ai pas un instant. Autre détail qu'on ne soupçonne pas à l'écran, Glenn Close était allergique au tabac. Toutes les scènes où Alex fume ont donc été tournées avec de fausses cigarettes, conçues spécialement pour éviter tout risque d'allergie. Bon, c'est invisible à l'œil nu, mais c'est une contrainte supplémentaire dans un tournage déjà physiquement éprouvant pour l'actrice. Le tournage de la scène finale, refilmé durant 3 semaines dans une église transformée en salle de bain, épuise Glenn Close. Dans un plan contre un miroir, elle se cogne violemment la tête. Elle est envoyée à l'hôpital après une commotion. Elle en ressortira avec des infections aux yeux et aux oreilles et un choc. Elle découvre après coup qu'elle est enceinte pendant le tournage de cette scène ultra physique. Oui, ça a été assez difficile. Il y avait beaucoup de choses très physiques dans ce film, vraiment exigeantes. Et à mes yeux, on ne voyait pas de doublure dans les scènes de combat. J'en avais une, mais je faisais quand même beaucoup de choses moi-même. Je pense que quand ils ont le choix, ils préfèrent généralement que ce soit les acteurs qui fassent la scène. Le bébé survivra, ce sera Annie Stark, aujourd'hui actrice elle aussi. Autre anecdote de tournage, pour une scène, la jeune Helen Ladsen doit pleurer. Pour l'aider à verser une petite larme, Michael Douglas, caché hors champ, lui dit « Regarde cette licorne stupide, je vais la jeter à la poubelle », en pointant la peluche de la jeune fille. Le plan est conservé tel quel, Douglas s'excuse immédiatement après le cut, mais cette manipulation illustre à quel point l'équipe pousse les acteurs, même enfants, pour obtenir un réalisme émotionnel. Tu veux qu'on parle de nos amours imaginaires, c'est bien ça? Imaginaire. Je suis enceinte. Le tournage dure donc plusieurs semaines, mais ce n'est qu'une fois le film terminé que la vraie bataille commence. Celle de la fin du film et des projections tests explosives. Le tournage s'achève et Adrian Lyne entre en salle de montage. Il collabore avec Michael Kahn, le monteur attitré de Spielberg, oscarisé pour Les Aventuriers de l'Âge perdu et futur monteur de La Liste de Schindler. Kahn impose un rythme sec, nerveux, moderne qui colle à la paranoïa montante du récit. Le montage joue un rôle majeur dans la tension du film. Tout est calibré pour faire monter la pression autour de Dan Gallagher et pour garder le spectateur sur la corde raide. Mais une chose coince, la fin. La version originale, celle qu'Adrian Lyne tourne en premier, est radicale. Dans ce dénouement, Alex Forrest se suicide avec un couteau. Un couteau qui porte les empreintes de Dan. Quand la police arrive, Dan est arrêté. Tout l'accuse, la scène est silencieuse, glaçante, presque film noir. Alex, dans la mort, parvient à piéger l'homme qui l'a rejeté. Cette version est testée devant un public en projection. Et là, c'est la douche froide. Les spectateurs rejettent cette fin. Ils ne supportent pas que Dan ne soit pas innocenté, et qu'Alex s'en sorte sans punition directe. En interview, Michael Douglas explique comment il a vécu cette fameuse projection test et donne son avis sur cette fin. Donc dans la fin originale du film, on entendait Madame Butterfly en fond. Elle prenait le couteau qui portait mes empreintes et elle s'ouvrait la gorge. Donc elle se suicidait et le public l'aurait compris. Mais en fait, le public se disait « Non, il faut vraiment qu'il la tue ». Et je savais pas pourquoi il se disait ça. Parce que aussi mauvais que j'avais pu être, aussi salaud que mon personnage était, à partir du moment où elle s'était attaquée à ma famille, toutes les limites sautaient. Et là, le public oubliait à quel point j'avais été mauvais. Il se disait seulement, il faut protéger sa famille. C'est pour ça qu'on a imaginé cette nouvelle fin, celle où Anne la tue, avec moi dans la baignoire et tout ce qui s'ensuit. Le studio panique et Paramount exige un nouveau climax. Un moment plus explosif, plus hollywoodien. Mais Adrian Lyne résiste, il aime sa fin. Il pense qu'elle est élégante, cohérente, mais un exécutif de Paramount lui offre 1,5 million de dollars pour tourner une autre conclusion, et il finit par céder.
Glenn Close, elle, refuse catégoriquement. Pour elle, Alex n'est pas un monstre. C'est une femme malade, torturée. Elle trouve cette nouvelle fin trop clivante, violente, injuste, et se bat pour ne pas y participer. What happened with me is when I heard that they wanted to. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai appris qu'ils voulaient transformer mon personnage en une espèce de psychopathe, quelqu'un qui attaque au couteau, plutôt qu'une femme autodestructrice et fondamentalement tragique. Et ça a été un vrai problème pour moi, parce que comme je l'ai dit, j'avais fait énormément de recherches sur le personnage. Et même si beaucoup de choses restaient mystérieuses, même si le public ne comprenait pas toujours son comportement, moi je le comprenais. Alors revenir 6 mois plus tard et apprendre qu'on allait changer complètement le personnage, ça a été très dur. 6 months later, and told that you're going to totally change that character. It was very hard. Anne Archer, elle, fond en larmes quand elle apprend que le film doit être retourné. Elle a peur qu'on gâche toute la subtilité du récit. Mais le studio est intransigeant. La scène finale, celle qu'on connaît, est tournée dans la salle de bain du couple Gallagher, reconstituée dans l'église locale. Glenn Close rejoue la scène du bain, du couteau, de l'affrontement. Comme je l'ai expliqué, elle y a laissé des plumes, entre les infections, une commotion, une grossesse en cours. Le tournage est un véritable cauchemar physique pour elle. La scène où elle sort de la baignoire avec les yeux blanchis grâce à des lentilles est tellement extrême que même Adrian Lyne la regrettera plus tard. Mais le résultat est là, et la nouvelle fin fonctionne. Et c'est celle que verra le monde entier. Alex, c'est toi qui as décidé ça toute seule, pas moi. Tu n'appelles pas, tu as changé de numéro de téléphone. Et moi, je refuse d'être ignorée, Dan. La musique du film est signée Maurice Jarre, le compositeur légendaire de Laurence d'Arabie et Dr Zhivago. Pourtant, à l'origine, c'est John Barry, le compositeur attitré de James Bond, qui est envisagé. Mais Barry décline. Il est pris sur Tuer n'est pas joué, le Bond de 1987. Jarre, lui, prend un parti étonnant. Il ne fait pas entendre sa musique avant la 30e minute du film. Il laisse d'abord parler le silence, les ambiances, le réel. Quand sa partition arrive, elle accompagne la tension, jamais de manière illustrative. C'est un score minimaliste, oppressant, mais subtil. Le 18 septembre 1987, Liaison fatale sort en salle aux États-Unis. Personne ne s'attend à un tel raz-de-marée. Le film explose immédiatement au box-office. Il reste 8 semaines d'affilée numéro 1 aux États-Unis et devient le deuxième plus gros succès de l'année, derrière 3 hommes et un bébé, et finit par rapporter plus de 320 millions de dollars dans le monde, un score colossal pour un budget de 14 millions. Au Royaume-Uni, il bat le record de recettes en première semaine, avec plus de 2 millions de livres, et il reste 10 semaines à la première place. En Australie, il devient le premier film non australien à dépasser les 2 millions de dollars dès son week-end d'ouverture. Le phénomène est planétaire. Au Japon, les spectateurs découvrent une version différente du film. La fin originale, celle où Alex Forrest se suicide et fait porter le chapeau à Dan en laissant ses empreintes sur le couteau, est toujours diffusée là-bas. Elle n'a jamais été remplacée par la version spectaculaire imposée par Paramount après les projections test. Une survivance rare, presque un vestige de ce que le film aurait pu être si le studio n'avait pas cédé à la demande d'un dénouement plus cathartique. Et ma femme est à l'hôpital, elle aurait pu se faire tuer, vous allez vous décider à faire quelque chose, bordel de merde! Calmez-vous, pas besoin de crier. Mais au-delà des chiffres, c'est la réception critique qui frappe. Janet Maslin du New York Times salue la mise en scène sensuelle et tendue d'Adrian Lyne. Elle explique « Lyne transforme un sujet banal en un soap opératique d'une puissance visuelle rare. Même un tas de vaisselle sale devient sexy sous sa caméra. » Dans le Time, on souligne le jeu magistral de Glenn Close et la qualité du script de James Dearden. Mais rapidement, Liaison fatale devient plus qu'un simple thriller, il devient un phénomène de société. Des hommes viennent à dire à Glenn Close « Tu m'as fait flipper, grâce à toi j'ai arrêté les conneries, tu as sauvé mon mariage. » Le film provoque un véritable débat de société sur l'infidélité, la famille, la sexualité féminine et la santé mentale. Et ce n'est pas sans conséquences. En 91, la journaliste Suzanne Faludi s'attaque frontalement à Liaison fatale. Pour elle, le film démonise une femme blessée et excuse un homme adultère. Elle critique le choix du studio d'avoir réécrit Alex comme une folle furieuse pour justifier la punition finale. Et effectivement, le personnage d'Alex Forrest devient un cas d'école en psychiatrie. De nombreux professionnels diagnostiquent un trouble de la personnalité borderline. Et vous, vous êtes avec une inconnue, prêt à faire des bêtises. D'après moi, dîner en tête-à-tête, c'est pas un crime. Pas encore. À l'écran, Alex incarne un mélange rare de vulnérabilité, de séduction et de folie. Et cette complexité fait d'elle l'une des plus grandes figures du cinéma américain. Mais la conséquence la plus inattendue, c'est ce mot qui entre dans le langage courant au Royaume-Uni.
le mot Bunny Boiler, une femme obsessionnelle, instable, potentiellement dangereuse. L'expression vient de la scène culte où Alex fait bouillir le lapin domestique d'Hélène. Liaison Fatale reçoit 6 nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle. Il repart malheureusement bredouille, mais la reconnaissance est immense. Au BAFTA, il gagne le prix du meilleur montage. Et au Golden Globe, il est nommé dans 4 catégories. En 2014, James Dearden adapte le scénario pour la scène dans une version théâtrale à Londres. Une série télé est envisagée en 2015, puis annulée. C'est finalement en 2021 que Paramount Plus relance le projet, avec Lizzie Kaplan dans le rôle d'Alex et Joshua Jackson dans le rôle de Dan. La série sort finalement en 2023, avec une approche plus psychologique et contemporaine. Vous avez une bonne mémoire. Je n'oublie jamais un visage. Pour ma part, quand je découvre Liaison Fatale, c'est un énorme choc. Je le découvre dans de très bonnes conditions, en pleine nuit et surtout dans sa restauration 4K magnifique. J'ai été complètement terrifié de bout en bout, entretenant avec le personnage de Douglas un sentiment d'attraction-répulsion, et pour le personnage de Glenn Close, une empathie mêlée à du dégoût. Ce mix émotionnel m'a complètement retourné, un peu à la manière de Basic Instinct qui est dans la même veine que le film et qui partage aussi à l'affiche Michael Douglas. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Retour à l'écran express, j'espère que ça vous a plu. Tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes de podcast, alors à très vite. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond, James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.